Bienvenue sur Parenthood, le podcast dédié à la parentalité. De l'envie d'avoir un enfant à sa conception, de la grossesse à l'accouchement, du postpartum aux débuts et difficultés de l'éducation, ce sont des mamans et des papas qui viennent témoigner et partager avec nous leur vécu et leurs expériences, mais aussi des professionnels qui répondent aux questions que l'on se pose. Ici, on apprend, on se rassure et on déculpabilise. Alors, on respire un grand coup et c'est parti. Anne m'a confié qu'être parent était une aventure éternelle. Je la crois bien volontiers. À l'amour immédiat se joint également la surprise de l'être qu'on découvre, mais aussi de nombreuses peurs. La responsabilité de cet être qui repose entre nos mains est, comme elle le dit, terrorisante. Mais Anne apprend à s'occuper de son premier enfant, Francesco, en toute simplicité, entourée par sa communauté et avec une certaine insouciance. La peur, elle la rencontre lorsque l'on diagnostique une leucémie à sa fille, Amina, qui a tout juste 3 mois. La vie bohème qu'elle affectionnait tant s'arrête subitement pour laisser la place aux maux du cancer, à l'hôpital et à cette peur qui s'installe en elle. Anne est persuadée qu'elle n'aura plus d'autres enfants. Mais elle finit par faire le choix de la vie, pour elle, pour Francesco et pour Amina. C'est ainsi qu'elle accueillera ses 2 fils, Charlie et Balthazar, avec beaucoup de résilience et de force d'esprit, tout en portant Amina en elle à chaque instant. Bonjour Anne. Bonjour. Tu pourrais te présenter, nous dire qui tu es, ce que tu fais et nous présenter ta famille. Avec plaisir. Alors moi je m'appelle Anne. J'ai 3 fils qui ont 19, 8 et 6 ans. On habite à Genève depuis, les derniers sont nés à Genève. Le premier est né à New York, d'un premier père. Et moi je je suis dans le marché de l'art. Avant, extrêmement intensivement dans les ventes aux enchères pendant plus de 15 ans. Et puis maintenant à mon compte, donc les choses sont très différentes depuis 1 an. Je suis suisse, j'ai grandi à Genève et puis je suis partie assez vite vivre en Italie d'abord. Et puis ensuite j'ai rencontré mon ex-mari et nous sommes allés vivre à New York. Une vie assez bohème, on était très jeunes, très artistes et c'est là qu'on a conçu notre premier fils, Francesco, qui maintenant a 19 ans, et puis notre fille, Amina. D'accord. On a vécu à New York pendant 10 ans, et puis à la suite de notre séparation et puis du décès d'Amina, je suis revenue vivre à Genève avec Francesco il y a maintenant à peu près 15 ans, je crois, un peu plus. Et puis, du coup, j'ai élevé d'abord les premières années Francesco toute seule, en travaillant. Et puis, mon mari actuel nous a rejoints à l'âge quand Francesco avait 7 ans. Et nous avons ensuite eu le bonheur d'avoir les 2 derniers qui ont 8 et 6 ans, qui sont Charlie et Balthazar. C'est 2 vies, en fait. C'est plus que 2 vies, c'est plusieurs étapes. En tant que mère, en tant que personne, mais aussi, surtout, vu qu'on parle d'être parent, je pense que oui, en tout cas, j'ai eu 2 expériences extrêmement différentes en ayant des premiers enfants très jeunes, puis 2 enfants plus tard. Donc les choses changent, en fait, la mentalité change, la manière de voir les choses change. Tu voulais avoir des enfants jeunes ? Oui. Alors Francesco et Amina étaient tous les 2 voulus. Alors j'étais pas non plus une adolescente, hein. J'ai eu Francesco quand j'avais 28 ans. Donc c'était bien réfléchi, ça faisait déjà plusieurs années que je vivais avec son papa. Les deux étaient voulus. Et puis on vivait vraiment d'une manière assez bohème. On vivait presque dans une coopérative, quelque part, dans un immeuble où il y avait beaucoup d'artistes comme nous. Donc Francesco et Amina étaient les premiers enfants. Donc ils étaient un peu pouponnés de tous les côtés. Non, c'était vraiment une très belle expérience. La naissance d'un premier enfant est toujours, en tout cas la mienne, pour moi c'était terrorisant. Personne ne m'avait parlé de l'accouchement, on m'avait parlé de la douleur, on m'avait pas parlé des choses plus scabreuses, du caca, du sang, de toutes ces choses-là dont on m'avait vraiment jamais parlé. Je m'y attendais pas du tout. Et puis après, il y a l'amour immédiat, mais il y a aussi la surprise de l'être qu'on découvre. Alors, dans mon cas, Francesco, par exemple, j'étais très surprise de sa tête quand il est né. Et je trouvais qu'il nous ressemblait pas du tout.
Par la suite, maintenant, on nous confond, même si je suis sa mère. Mais voilà, c'est une surprise continue. Oui, c'est vrai que c'est toujours surprenant de voir un nouvel être humain arriver dans ta vie. Avec son caractère, sa bouille, sa tête. C'est vraiment jamais ce qu'on attend, ce qu'on a imaginé. Ouais. Est-ce que c'était quelque chose d'élever un enfant à New York, complètement différent de ce que tu connaissais à la base, ou t'avais quand même vécu déjà à New York depuis un petit moment et tu t'y sentais vraiment bien? Moi, je m'y sentais vraiment chez moi. Oui, on était là-bas depuis un bon moment. Nos amis autour de nous, petit à petit, on a créé. Ça a été assez rapide de devenir amis avec d'autres personnes qui avaient des enfants grâce à la crèche. Et puis les Américains sont beaucoup plus ouverts et beaucoup plus dans le partage, je trouve, qu'on l'est ici. Donc on se couchait à n'importe quelle heure. Enfin, les enfants, on les amenait partout. Alors ça par exemple, j'oserais plus le faire. Mais Francesco venait en boîte de nuit quasiment avec nous. Il dormait dans son poussette et puis ça semblait pas du tout bizarre à l'époque. Alors quand on est plus adulte, en parenthèse, je crois pas que je le ferais avec mes enfants aujourd'hui, mais tout était assez naturel. Et puis l'arrivée d'Amina était aussi voulue. On a passé notre temps toujours en hiver à New York, et puis l'été on avait la chance d'avoir une maison au bord de la mer en Italie. Donc ça a été des années très heureuses. Ouais, et puis c'était une autre époque aussi, quand tu parles du côté bohème. C'était une autre époque, ouais. C'était complètement beaucoup moins, peut-être à cause de notre âge, mais il y avait beaucoup moins de règles. C'était chouette. J'ai pas de mauvais souvenirs, à part, alors si on veut parler vraiment c'est absolument affreux, les premières nuits, surtout avec le premier enfant. C'est toujours affreux. Moi, j'ai eu 4 enfants. Ça a toujours été très dur. Je comprends tout à fait les mamans qui ont des dépressions, parce que c'est une torture physique et psychologique, en fait. Peut-être que je peux raconter juste une petite anecdote, parce que ça m'a vraiment aidé pendant avec tous mes enfants. J'avais une très bonne copine qui était bretonne à New York, qui avait mon âge, et puis qui avait eu une petite fille avec un Africain à New York. Et elle était très bretonne, très pure et dure et simple. Et puis au tout début, elle m'a dit: écoute, si ton enfant a mangé et n'a pas de caca dans ses culottes et il pleure, c'est tout simplement parce qu'il est fatigué. Donc elle m'a appris à laisser mes enfants pleurer. Ce qui m'a vraiment sauvée, je dirais, surtout avec Francesco et Amina. Après, en devenant plus âgé, on a plus de mal, mais ça m'a quand même toujours resté en tête, parce que cette torture constante de ces pleurs la nuit, ça peut être pénible. Ouais, surtout quand on s'y attend pas forcément. Comme tu disais, t'avais pas forcément un lot d'informations et tout, donc il y a beaucoup de gens qui me disent, moi je pensais qu'un bébé ça dormait, parce qu'on a l'image, tu vois, du bébé qui dort 20 heures sur 24. Et c'est vrai que, ouais, quand il dort pas, ou quand il y a quelque chose qui le gêne et il est pas en mesure de parler, on sait pas en tournant, c'est terrible. C'est vraiment dur. Ouais. Et donc, du coup, voilà, vous faisiez l'aller-retour entre New York, l'Italie, avec les 2 enfants. Alors que faut dire qu'Amina est tombée malade quand elle avait 3 mois. D'accord. Donc, on a eu une été en Italie, et puis quand on est revenu à New York, en fait, elle était malade. Donc là, notre vie a passablement changé, parce que on a passé beaucoup de temps à l'hôpital, à peu près 2 ans en fait. Donc là, toute cette espèce de bonheur, de vie bohème, etc. C'est assez vite arrêté, malheureusement, avec l'arrivée de la maladie d'Amina. Et puis voilà. Donc moi j'habitais plutôt à l'hôpital. Francesco était élevé plutôt à la maison, mais quand même à New York par sa grand-mère surtout. Et puis voilà, au décès d'Amina, on a décidé de se séparer. Et puis c'est là, d'abord je suis retournée en Italie un petit moment avec Francesco pendant 1 année chez ma marraine. Et puis après on est rentré à Genève parce que ça semblait la chose plus logique à faire. Mais il y a continué à avoir ce rapport vraiment très très proche, en tout cas les premières années avec New York, parce qu'on avait beaucoup d'amis là-bas. On y est retourné plusieurs fois. Et puis aussi avec l'Italie, parce qu'on est quand même resté beaucoup en contact avec la famille italienne. Donc voilà. Puis les 2 autres enfants, donc
Charlie et Balthazar sont arrivés quand même beaucoup plus tard, parce que Francesco avait 12 ans quand Charlie est arrivé. Et entre Charlie et Balthazar, tu disais qu'il y avait combien d'années d'écart? Ils ont même pas 2 ans. D'accord. Ils doivent être très proches aussi. Oui, ils sont très très proches. En fait, je suis ravie d'en avoir 2. C'était un peu une revanche sur la vie d'ailleurs d'en avoir 2 pour qu'ils puissent se tenir compagnie. Ouais. Charlie était vraiment... je l'ai eu assez tard. Je l'ai eu je crois que j'avais 40 ans. Et donc on a vraiment travaillé pour l'avoir. Disons qu'on a passé un petit moment sans savoir si je réussirais à avoir un enfant ou pas. Donc c'était une immense joie de le voir arriver. Après moi j'étais très réticente évidemment, hein. Je l'ai dans un premier temps, moi j'ai eu cet enfant parce que j'étais tombée amoureuse d'un homme un peu plus jeune que moi qui voulait absolument avoir des enfants. Si ça n'avait pas été le cas, j'aurais vraiment pas cherché à avoir d'autres enfants. Tu veux dire par rapport à ton âge? Quand même la souffrance d'avoir perdu un enfant, et puis aussi par rapport à la vie. J'étais ravie d'avoir Charlie, mais disons que ça a été un processus. Après, heureusement, on tombe amoureux immédiatement de nos enfants, et puis mon mari actuel s'est énormément occupé de ces garçons, ce qu'il m'avait promis de faire. Donc ça m'a permis de continuer ma carrière. Et puis Balthazar, ça a été la surprise en fait, parce qu'il arrivait droit derrière. Et donc c'était la surprise, et puis on a très vite décidé que c'était une belle surprise. Et j'en suis ravie parce que d'avoir vraiment ces 2 petits garçons qui grandissent ensemble, ben ça nous facilite aussi beaucoup la vie, parce que d'en avoir 2, on a pu faire un tour du monde ensemble, on a pu beaucoup voyager, on a pu aussi les laisser pour faire des choses ensemble avec mon mari, sachant qu'ils sont 2. C'est quand même un énorme avantage. Et puis tes grossesses se sont bien passées finalement? Alors toutes mes grossesses ont été je me suis jamais sentie aussi belle et bien qu'enceinte. La dernière, quand même à 42 ans, a été un peu plus fatigante. J'ai eu une pneumonie pendant que j'étais enceinte. Ah ouais. Donc d'ailleurs Balthazar est arrivé un peu plus tôt, pas énormément, mais il est arrivé quand même avec 3 semaines d'avance. Donc c'était un peu moins, disons que j'aurais pas envie de recommencer. Ouais. Voilà. Sinon, quand j'ai eu Charlie par exemple, à 40 ans, moi j'ai eu l'impression de rajeunir de 30 ans. Ouais. En fait, ça m'a pas fait sentir plus fatiguée, plus vieille. J'ai eu l'impression vraiment d'avoir un coup de peps. Et par rapport à Francesco qui était plus grand, comment il a accueilli du coup l'arrivée de ses 2 petits frères? Alors très bien. Je pense que c'était, en regardant en arrière, je pense que c'était quand même difficile pour lui parce qu'il avait 12 ans, il rentrait un petit peu dans l'adolescence. Ouais. Il avait déjà perdu beaucoup. Donc là, il a perdu aussi de l'attention de ma part, mais aussi beaucoup de son beau-père avec lequel il était vraiment très proche, qui a eu ses propres enfants, donc ça a été... Mais aujourd'hui, en tout cas, ils forment un super team, les 3. Et puis, si je peux me permettre, comment est-ce que vous avez fait aussi pour vous occuper de Francesco après le départ de Amina? Ça a été très compliqué, en fait. Je suis pas très fière, pour dire la vérité, parce que c'est vraiment tellement un drame que on a beaucoup de mal à rester solide et fort. Et puis surtout, entre moi et Francesco, ça a été un peu compliqué, enfin très compliqué même, parce qu'en fait j'avais passé tellement de temps à l'hôpital qu'on se connaissait pas vraiment en fait. Et donc on s'est retrouvés les 2 seuls, parce que on s'est séparés. Et puis on a pris un peu de temps quand même j'avais l'impression un peu qu'on était comme chien et chat, à se connaître, lui il a mis du temps à me faire confiance, beaucoup de temps. Et puis on était deux animaux blessés, donc ça a pris vraiment très très longtemps. C'est encore un travail en cours en fait. Ouais. Mais vous avez grandi ensemble alors? On a grandi ensemble, ouais. Ouais. Quand il est devenu adolescent, c'était presque un affront parce que j'avais l'impression que c'était moi l'adolescente à la maison. Et puis le fait d'avoir un adolescent, ça m'a terriblement perturbée parce j'avais pas l'impression d'être avec un égal, mais c'est vrai qu'on a aussi passé beaucoup d'années. On a passé 2 seuls, 5 ou 6 ans où on habitait les 2 seuls, et non seulement on était seuls, mais
On était à Genève, son père était d'abord en Amérique, ensuite en Italie. En tout cas, on fait un sacré team maintenant, Francesco et moi. Mais un peu différent des autres, quoi. Tu peux nous rappeler quel âge il a? Il a 19 ans. Francesco a 19 ans. Et puis, lui aussi, il a eu... Après, je sais pas, dans Parenthood, si on parle d'adolescents, du rapport des parents avec leurs adolescents. Les adolescents, l'adolescent, c'est un cas... J'espère pas le revivre une deuxième fois avec les petits comme on l'a vécu avec Francesco. Après, chaque adolescent est étrange à sa manière. Francesco je crois que toute la gentillesse et la résilience en tant qu'enfant, il l'a pas perdu, mais disons que tout ça est sorti à l'adolescence. Et puis on verra, il en est pas tout à fait sorti parce qu'il est 19. Donc 19, c'est toujours dans les teens, donc c'est toujours adolescent. Mais je pense que là, on en sort tranquillement. Pour les petits frères, leur grand frère a toujours été leur grand frère. Donc, ils sont juste très très heureux, je pense, d'une part qu'il soit revenu en Suisse parce qu'il est parti pendant un moment en Italie. Et d'autre part, je crois que même qu'ils sont heureux qu'il habite plus à la maison et qu'ils aient plus à entendre nos disputes. Je pense qu'il y a eu un moment quand même dans notre vie de couple, de famille, où il y a eu un grand clash des générations, avec beaucoup de testostérone, je crois, dans la maison. Donc on avait mon mari, mon adolescent, les deux petits. Moi j'étais vraiment très souvent absente à cause de mon travail. Et donc ça a été challenging pour tout le monde d'ailleurs. Je pense que pour les petits aussi ça a été un peu challenging ce manque d'harmonie quelque part. Ouais, tout à l'heure tu faisais mention là de votre voyage autour du monde. Ouais, on est parti en 2019. Au début, ça faisait longtemps qu'on rêvait de quelque chose comme ça. Et puis vraiment, on a pris la décision. Enfin, mon mari Julien a décidé de s'occuper des enfants. Je crois qu'il a décidé de quitter son job en 2018, il me semble, et pour s'occuper un peu plus des enfants et chercher sa voie. Et puis en 2019, moi j'étais quasiment en burn-out, parce qu'il faut savoir que quand on travaille énormément, on a un sens permanent de culpabilité, parce que quand on n'est pas là, on se sent coupable par rapport aux enfants, et puis quand on est avec les enfants, on se sent coupable par rapport au travail. Ça c'est vraiment, je pense qu'en tant que mère, et les pères sûrement ont la même chose, c'est une torture. On n'est jamais tout à fait bien dans ça. C'est très difficile de s'y retrouver. Donc en début 2019, moi j'étais vraiment au bout de ma vie. Il y avait beaucoup de conflits, et puis au travail aussi, il y a eu un changement de management. Enfin, on a eu vraiment la chance d'avoir un peu d'argent de côté pour pouvoir partir. J'ai pu prendre un congé sabbatique. On a fait un immense voyage avec les deux petits d'abord, et puis Francesco nous a rejoints au Japon. Ah, génial. Donc c'était super. Et puis c'est pendant ce voyage-là que je me suis rendu compte que je voulais plus de cette vie. Alors je pense que je serais toujours à 100 à l'heure d'une manière ou d'une autre, mais pas de cette manière-là. Ouais, par rapport au travail. Et ça a mis longtemps, hein. Après c'est comme dans toutes les animaux, les enfants et les adultes et les maris et les femmes, on s'apprivoise quand on se voit beaucoup. Donc on arrive à, quand on se voit très peu ou mal, des fois on se loupe. En fait, on n'arrive plus à connecter. Et c'est ça qui est formidable quand on peut passer du temps ensemble. C'est que vraiment toutes ces angoisses ou ces paroles non dites, ces moments qu'on voudrait passer mais pas, on les vit ensemble, et donc clairement, on crée un clan. Oui, puis il y a une manière différente de communiquer. Le clan, il doit se voir, il doit vivre ensemble, il doit vivre, comme les animaux. On a besoin d'être ensemble pour pouvoir. Après, c'est bien de prendre son indépendance, et puis aussi de savoir aussi prendre des distances en tant que parent. Hein. Moi, j'ai toujours vraiment tenu à pouvoir partir avec mon mari, en tout cas 2 fois par année, voire 3, même plus, parce que oui, c'est important de ne pas s'oublier aussi et de retrouver sa vie d'avant
Enfin, ça sera jamais la vie d'avant, mais... Sans enfants, c'est fou. On a du mal à les quitter, peut-être. Enfin, mon mari plus que moi. Mais une fois qu'on est seul et qu'on est dans la voiture ou dans l'avion ou dans un hôtel ou en train de se balader, on a besoin de notre espace c'est du vrai temps pour soi, ouais. Parce qu'en fait, je m'en suis surtout rendu compte avec mon fils aîné, mais les adultes ne sont pas faits pour s'entendre avec les ados. Et quelque part, les adultes ne sont pas faits non plus pour passer 100% de leur temps avec des enfants. On a chacun besoin de notre espace. On n'est pas les mêmes. Hein. Mais même entre adultes, je dirais. On n'est pas fait non plus pour passer du temps tout le temps avec un autre adulte. Exactement. C'est vrai qu'on a besoin de temps pour ça. Ouais. Et ça a duré combien de temps, votre voyage 4 mois. C'est génial. On est parti un peu plus parce qu'en fait on est parti 4 mois, après on est rentré et puis on est reparti. Et on est rentré en janvier 2020, juste avant le Covid. Oui. Vous avez fait comment pour l'école? Vous pouviez partir? On a demandé des permissions, ouais. D'accord. On a demandé des permissions. Balthazar était encore à la crèche, il rentrait en 1P, donc en fait ça n'a pas créé tellement de problèmes. Ils ont jugé très justement qu'il allait apprendre plus. Et puis Charlie rentrait en 3P quand on est rentré. Et donc Charlie, par contre, on lui a fait du homeschooling pendant ce qui nous a habitués aussi pour la période du Covid. Oui, c'est clair, parce que vous avez eu le flair de partir au bon moment, c'était un coup de chance. On a eu le flair de partir au bon moment, et puis vraiment, et puis du coup, ça nous a beaucoup aidé pendant le Covid quand même, parce qu'on était assez habitués à vivre les 4 en autarcie. Enfin, je pense que ça a aidé c'est vrai qu'on n'a pas passé une année horrible l'année dernière du tout. On a bien aimé, en fait, être ensemble. Et par rapport aux enfants, je pense aux plus petits, Charlie et Balthazar, le Covid, comment ça s'est passé? Comment, encore une fois, comment est-ce qu'on explique à des enfants de cet âge-là une pandémie? Comment est-ce qu'on leur explique qu'on est à la maison, que, voilà, on peut pas voir les autres, les copains? C'est difficile à dire parce qu'en fait, c'est au jour le jour, ça nous est tellement tombé dessus comme une mauvaise surprise, mais quand même, moi, la semaine d'avant de la fermeture des écoles, j'allais encore à des fêtes. Alors je sais qu'il y avait d'autres personnes qui étaient beaucoup plus prudentes et puis qui commençaient déjà pour nous, c'est tombé vraiment d'un jour à l'autre, on s'est dit bon. Et puis après ça a pué un peu la fin du monde pendant quelques temps. Ça, on a essayé de les garder vraiment. Et puis après, je crois qu'on a tous pris un peu comme une autre vacances. Et non, j'ai vraiment pas senti d'angoisse en tout cas. Ouais. Et par rapport à Francesco? Et Francesco, il était en Italie. Ok. Et ça va, vous avez pas été trop inquiète de le savoir Non, parce qu'il était chez ses grands-parents et c'était dur d'être loin les uns des autres pendant autant de temps. Ouais. Enfin, pour moi, surtout. Mais au mois de juillet, on a pu aller le retrouver en Italie. Et puis quand même, c'était pas un adolescent facile, donc j'étais assez contente de pas être coincée dans la maison avec lui. Ouais. Et tu sais comment lui, il l'a vécu, le Covid? Parce qu'à cet âge-là, c'est vrai que le fait de pas avoir les amis, de pas pouvoir sortir. La première période, il a vécu un peu comme une aventure, comme tout le monde. Il avait sa copine en Italie, enfin ils ont trouvé des compromis. Ce qu'il a moins bien vécu, c'est quand il est revenu vivre ici au mois d'octobre. Et puis qu'il recommençait à vivre, il avait trouvé un petit job, et puis du coup, tout de suite, tout a refermé. Et là, pour le coup, pour un jeune, le mois de novembre, décembre, janvier c'était vraiment dur. Ouais. Je suis en train de visualiser ta vie de famille, l'organisation entre gérer un adolescent qui est à l'étranger, qui revient, les 2 petits qui sont à la maison, toi aussi de gérer aussi ton temps par rapport au burn-out et tout, ça devait pas être... Non, il y a eu une période un peu de feu, je veux dire. Ouais. Il y a eu une période vraiment de feu. Après, maintenant, tout se met en place, j'ai l'impression. Je recommence à travailler, mais à mon compte. Francesco a pu prendre son indépendance, il vit à Lausanne, il a une chambre il partage avec des copains. Il fait son service civil, donc on est ravis de se voir quand on se voit. Les petits, ils ont repris l'école, enfin les enfants, c'est incroyable, ils retombent dans leurs trucs, leurs habitudes, comme si de rien n'était. Julien a repris un travail fixe pour le coup. Donc voilà, moi je me réjouis de mon été, j'espère, sans trop de limitations de Covid, en passant beaucoup de temps justement avec mes fils, parce que Julien travaille, et donc ça va me permettre aussi, moi, de faire des choses seule. C'est un autre aspect aussi. Je vais pas dire qu'on a tout, mais ça me plaît l'idée aussi de faire des choses seule,
avec mes fils. Oui, ça je comprends aussi. On prend notre place quelque part, Ouais. c'est nous qui donnons les règles et puis l'idée me plaît. Alors je me réjouirais beaucoup, je pense, de retrouver mon mari, mais ça me plaît beaucoup de pouvoir passer aussi un peu de temps seul avec les petits. Mais c'est important en tant que parent de savoir qu'on a les moments en famille et puis à côté de ça d'avoir aussi des moments chacun pour soi avec les enfants aussi. Exactement, non, complètement. Complètement. J'ai d'autres règles, je suis un peu la sévère dans la famille, et puis Julien est plus le papa gâteau. Comment vous vous y prenez par rapport à ça? Vous en discutez avant? Ça c'est une grande cause de conflit, c'est que de chacun pouvoir trouver sa place et mais bon, c'est vrai que moi maintenant, mais quand même par le passé, c'est quand même Julien qui s'est occupé plus des enfants, des petits, et donc je laisse aussi un peu, mais là ça va être moi pour le coup. Ouais. Et il y a une question que j'aime bien poser en général, c'est qu'est-ce que tu te dirais toi si tu te parlais à ton toi avant d'avoir des enfants? Là, j'ai toute la réponse, c'est pas très sympa pour eux, mais je vais donner l'exemple, c'est quand on part en voyage, moi je regarde toujours les couples gays, et je me dis toujours, mais quelle chance ils ont de pouvoir lire leurs livres dans l'avion, de pouvoir vivre vraiment leur vie pleinement. Après, bon, c'est les couples qui ont pas d'enfants en règle voilà, générale. je parle des couples. Ouais. Oui, alors c'est plus flagrant avec des couples gays, mais oui, aussi des retraités, bien sûr. J'aurais pu aussi dire des retraités ou des couples qui ont pas d'enfants. Je trouve que c'est fantastique aussi de pouvoir avoir cette liberté-là. Après, moi, j'aurais jamais renoncé, hein. À avoir des enfants, jamais. Ouais. Non, jamais. Je pense que c'est vraiment un plus. Je me réjouis, je suis triste de voir les petits grandir, quelque part, parce que ça reste surtout le tout petit. Je pense le petit dans une famille, ça reste vraiment une idée de bébé. Ouais. Mais en même temps, je me réjouis de les voir grandir et de prendre leur, de prendre leur, comment on dit, propres ailes, leur envol. Leur de envol, voler de leur ouais. propres ailes. Je me réjouis d'être une retraitée avec mon mari, j'espère en bonne santé, et puis de pouvoir les voir que le week-end, et voilà. En fait, je me réjouis de tout ça, mais c'est étrange qu'on fait quand même des enfants en 2 étapes, parce que je me rends compte aujourd'hui que si j'avais pas fait le choix, j'aurais jamais en arrière, mais si j'avais pas fait ce choix-là, aujourd'hui je serais dans cette position où je peux voyager sans enfants, etc. Ouais, et tu le vis vraiment comme une deuxième vie, en fait. Ta vie d'avant et ta vie de maintenant. Ah, c'est comme la vie, hein. On passe d'une chose à l'autre, d'une étape à l'autre, on monte dans des trains, on redescend. Des fois, on reste plus longtemps dans les trains, des fois, on reste moins longtemps. Je peux pas te dire que oui, ma situation est différente aujourd'hui, mais en même temps, c'est toute une conséquence de tout ce que j'ai vécu dans le passé, quoi. Si tu pouvais dire quelque chose à des parents qui vivraient des moments difficiles par rapport à des enfants, soit des parents qui vivent à l'étranger par exemple, expatriés, qui sont dans une situation où c'est pas forcément évident. Alors toi tu le vivais bien, hein, New York, ouais. C'était un deuxième chez toi comme tu l'as dit. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? C'est difficile de penser aux difficultés des autres parce qu'on a tous des niveaux de souffrance différents pour différentes choses. On peut pas comparer la souffrance des uns et des autres. On a souvent mis ça en avant parce que j'ai perdu ma fille, donc on dit c'est la chose la plus douloureuse, mais on peut pas comparer en fait. Parfois la solitude peut être terrible. Donc qu'est-ce que je pourrais dire à des gens qui vivent à l'étranger et qui ont pas leurs parents tout proches? Je dirais d'essayer de vraiment créer des amitiés là où ils sont, de ne pas avoir peur de rencontrer d'autres personnes à travers les crèches, à travers les écoles, à travers les associations, à travers Internet aujourd'hui. De pas avoir cette tendance qu'on peut avoir de se renfermer dans notre cocon, parce que la vie est tellement plus facile quand on peut compter sur les autres. Et puis, c'est pas forcément toujours sur notre famille qu'on peut compter. Parfois, si on a de la chance, oui, mais souvent de chercher de l'aide ou de la compagnie à travers d'inconnus, ça peut être des très bonnes surprises. Et ne jamais se renfermer en fait avec nos enfants, parce que ça les enferme aussi. Toujours avoir un esprit de partage, surtout quand on a des enfants petits.
Oui, et puis je le sens. Pour moi, si on veut parler de souffrance, je pense que la souffrance d'une maman toute seule, que ce soit parce qu'elle est séparée et puis elle élève, alors ça c'est le summum, ça je l'ai pas vécu en tant que, pas à la naissance de mes enfants, disons, mais je pense que c'est très très difficile d'être seule avec un enfant. Je pense que il faut s'admettre que c'est une solitude. On est parfois plus seul si on est avec notre enfant que si on était tout seul. Enfin, moi, ça, c'est l'impression que j'ai eue, que ça soit quand j'étais seule avec Francesco, parce qu'on était séparés, mais aussi quand j'ai eu des bébés et que Julien était au travail. La solitude d'être seule avec la responsabilité d'un enfant, surtout quand ils sont bébés, elle est immense. Après, il y a des mamans qui sont faites pour être mamans et puis qui sont nées comme ça et puis qui arrivent à les mettre sur le dos et je pense que ça fait très très peur. Mais je pense que il faut se l'admettre à soi-même, hein. C'est vrai que c'est pas qu'on les aime pas, mais c'est terrible d'être seule avec un enfant. Ouais, et puis même, je pense que comme tu disais, les mamans là qui sont faites pour être maman, je pense qu'il y a forcément des moments où ça va pas. Il y en a pour qui c'est peut-être plus évident. Voilà. Et du coup, voilà. Peut-être des gens qui travaillent dans la santé, ou j'ai aucune idée, mais il y a toute la question de la responsabilité. Et tu sais, pour la question de la santé, j'ai souvent eu cette discussion avec des professionnels de la santé qui me disaient qu'ils pensaient être mieux armés que la plupart des gens pour pouvoir réagir à certaines situations avec leurs enfants, et qu'au final, ils se sont sentis tout aussi désarmés. Ils pensaient vraiment que ça allait les aider, et que se retrouver face à leur enfant, en fait, ils sont partis de zéro, et ils ont, pour certains, même culpabilisé de se dire, mais normalement, j'ai les connaissances. Et par rapport à leur enfant, en fait, ils se sont retrouvés vraiment bloqués. Ouais. C'est quelque chose d'avoir des enfants, hein. Mais dans ma tête, je pense souvent à Astérix et Obélix, quand on voit les Romains qui marchent, je sais plus ce qu'ils disent, on m'avait dit d'être un soldat romain, et on m'avait dit que ça allait être super juste avant qu'ils se fassent complètement tabasser. Et puis ça c'est vraiment le sentiment que j'ai par rapport à avoir des enfants, c'est vraiment énormément de bonheur et d'amour surtout, mais c'est quelque chose. Ouais, c'est sûr. Cette notion de responsabilité, elle peut faire très 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 peur aussi. Et puis la solitude, comme tu disais, ouais. Et ça peut pousser certaines personnes à se renfermer, et ouais, c'est extrêmement dur. Et puis aussi, ils ont chacun leur caractère, hein, donc on peut s'entendre mieux avec certains enfants qu'avec d'autres. Enfin, vraiment, je crois pas du tout qu'ils naissent neutres, hein. Chaque enfant a sa bouille et son cerveau et sa manière d'être. Ouais. Puis il n'y a pas d'âge pour être mieux une maman que l'autre. Non. C'est vrai qu'au bout du 4e enfant, moi j'ai toujours interdit les lelettes, mais quand le biberon est pas tout à fait stérilisé, etc., on s'en fiche moins. Le premier, on fait attention à tout, et puis après on fait moins attention à ce genre de choses. On a moins le temps, on a les autres. Et puis c'est l'expérience aussi qui parle. Je pense que tu vas à l'essentiel à ce moment-là. Et par contre, par rapport à ce que je disais avant des pleurs, par exemple, je faisais j'étais la fière. Avec Francesco, oui, je le laissais pleurer, puis finalement elle s'endormait. Amina un peu moins parce qu'elle était malade, donc je faisais attention, mais même avec Amina, j'essayais d'être assez stricte par rapport à ça. Charlie encore, mais le dernier, Balthazar, le bébé des bébés, il a eu des coliques terribles, et du coup là avec Balthazar, j'ai jamais réussi. Je me lève encore la nuit pour aller voir s'il respire. Je saurais pas l'expliquer, ça, et je pense que toi non plus. Non. C'est la vie de parents, c'est que ça diffère complètement de l'un à l'autre. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose dont t'aimerais parler, toi, quelque chose que t'aimerais ajouter? Non, alors non, il y a beaucoup de choses, hein. C'est un topic tellement grand par rapport aux tristesses, où il faut pas avoir peur de recommencer. Tu veux dire que par rapport à certains parents qui ont perdu un enfant, il faut pas avoir peur de recommencer pour en avoir un autre? Je crois. Ouais. Est-ce qu'il y a un moment où tu te sens au fond de toi? Non, je crois que c'est plutôt... d'abord, on est détruit au départ, donc on n'en parle même pas. Mais il y a quand même une petite sensation de culpabilité par rapport à la personne qu'on a perdue. On a presque un petit peu peur de trahir. Puis c'est pas le cas. C'est pas du tout le cas. C'est un autre enfant. Chaque enfant, c'est au contraire, c'est un honneur, c'est une renaissance. Et puis, bon, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai eu des petits garçons.
Enfin, beaucoup de chance. J'étais très contente d'avoir des petits garçons et pas d'avoir une petite fille. Ça aurait été peut-être plus compliqué, peut-être pas. Mais en tout cas, psychologiquement, sur le moment, ça me semblait beaucoup plus facile pour moi d'avoir des garçons que des filles. J'avais pas envie d'avoir d'autres enfants. Après, j'ai eu envie pour la vie, mais j'avais quand même ce pansement de culpabilité. Puis en fait, non. Il y a pas de... Tu l'as ressenti avant ou pendant la grossesse de Charlie aussi? Je dirais que je sais pas trop comment expliquer quand ça s'est passé ou si c'était avant. Je sais que j'étais extrêmement soulagée de savoir que Charlie était un garçon. Et puis Balthazar aussi. Et puis Balthazar, par contre, j'ai eu un autre truc, c'est que j'ai eu extrêmement peur pour Balthazar jusqu'à qu'il ait l'âge de 2 ans. En fait, vu que c'était mon deuxième enfant, je me suis dit que c'était pas possible qu'il lui arrivait quelque chose de mal. Et puis quand il a dépassé les 2 ans, puisqu'elle est décédée à 2 ans, je me suis sentie plus tranquillisée. Donc il faut faire très attention aux mécanismes, parce qu'on est comme des horloges. Et moi je sais que chaque année, pour moi il y a Noël, c'est une lutte. Il y a le jour de sa mort, c'est une lutte. On est comme des horloges. Et il faut faire gaffe, il faut vraiment faire attention à soi, il faut vraiment pas se laisser. Et puis il y a beaucoup de gens qui disent mais il faut les creuser profond, il faut que ça sorte. Je pense que c'est différent pour chaque personne. Personnellement, c'est pas que le moins j'y pense, le mieux je me porte du tout, mais je dois quand même avoir une certaine rigueur avec moi-même et me dire stop. On n'y pense pas, parce que si on y pense, là j'en parle parce que je pense que c'est important d'en parler, mais j'en parle pas très souvent. Je choisis vraiment les moments où je veux en parler parce que c'est un déferlement de souffrance. Et il faut faire attention. Ouais, c'est un peu comme si tu te laissais submerger, que les vannes et qu'après... C'est comme une vague. Et donc, il faut faire vraiment très attention. J'ai pas tellement accepté de rencontrer trop de personnes, parce que je voulais pas rentrer dans mais j'ai connu quelques mamans qui ont perdu leurs enfants, évidemment, en étant à l'hôpital pendant aussi longtemps, et puis en fréquentant quand même les milieux du cancer, etc. Et j'en connais quelques-unes qui se sont jamais remises. Et encore une fois, on peut pas comparer la souffrance des uns et des autres. Mais il faut absolument se contrôler. Et puis regarder en avant. Parce que si on se fixe trop sur nos... je pense que c'est comme... je sais pas, des gens qui ont vécu des énormes drames, il faut qu'ils les exorcisent quelque part, ou alors qu'ils n'y pensent plus. Ouais. Parce que sinon, on a du mal à... Ouais. Est-ce que tu penses que le fait d'avoir Francesco et ensuite Charlie et Balthazar, ça t'a aussi poussé à... Ça t'a un peu obligé pour toi-même aussi à... Franchement, Francesco, bien sûr. Bien sûr que Francesco m'a poussé à aller de l'avant, c'est sûr. Après, je crois que j'aurais quand même de toute manière été de l'avant, parce les enfants, ils ne méritent pas, où qu'ils soient, de nous voir dépérir, ou... Je pense que, je sais pas trop ce que je crois, mais je pense qu'ils méritent de nous voir heureux. Ouais. Ils méritent pas du tout d'avoir une double souffrance et de nous voir dépérir. Donc après, chacun trouve la force où il peut, où il veut. Mais ça, c'est quand même une grande leçon de vie. Ouais. Et il y a des moments où j'ai pensé que j'ai été choisie pour perdre Amina. Pas pour vivre cette chose, parce que je suis devenue une personne meilleure depuis. Et puis parce que on est choisi pour vivre un truc aussi dur et puis s'en remettre et devenir quelqu'un de meilleur, et donc voilà. J'espère que je pourrais à travers tout ça donner du positif, en fait. Bien sûr, je pense que s'il y a des parents qui t'entendent, le fait de savoir que on n'oublie pas, l'idée c'est pas d'oublier. Non. C'est pas de passer outre, mais c'est d'avancer avec, en fait. C'est ça. Exactement, ouais. Elle sera et puis le temps ne fait passer aucune... Non. Ouais. Le temps fait passer la crise aiguë, mais il faut aussi accepter que c'est quelque chose que tu portes, que tu porteras toujours. Et puis les enfants, les petits, on parle souvent, Ouais. il faut pas que ce soit un tabou.
Ouais, c'est ça que je voulais te demander, c'était est-ce que vous leur avez expliqué quand ils ont été assez grands, est-ce qu'ils savent, enfin, je pense qu'ils connaissent leur sœur du coup, plus ou moins. Oui, bien sûr, ils connaissent Francesco, oui, mais après il y a eu un documentaire qui a été fait sur la petite, qu'ils ont très vite connu l'histoire. Et puis à part ça, oui, on en parle. Ils en parlent même plus souvent que je ne voudrais. Disons que des fois je dois leur dire non les gars, là ça me rend triste. Ouais. Mais pour eux c'est vraiment ils vont vers des copains en classe et puis ils disent ouais, tu sais que moi j'ai une petite sœur mais elle est morte. Donc ils ont une manière de, elle existe, elle fait partie de la famille. Ouais, elle existe pour eux aussi qu'ils l'ont pas mis. À fond, c'est bon. Bien sûr. Ouais. Ouais. Je me demandais si tu avais des rituels que tu faisais en fait, que ce soit maintenant ou pendant toutes ces années, quelque chose qui t'a rapproché d'elle. Alors très franchement, pour te dire la vérité, jusqu'à il y a à peu près 1 an, j'ai évité toutes sortes de rituels, à part qu'on a enfin décidé de les cendres d'Amina étaient, il y a 2 ou 3 ans, on a décidé avec son papa de finalement les sortir de la boîte et de les mettre dans le sol. C'était une expérience assez douloureuse d'ailleurs, mais en même temps peut-être libératrice. Mais sinon j'ai évité l'histoire des bougies et des prières parce que ça me met trop dans un état de tristesse. Par contre, il y a 1 an, j'ai eu envie de parler avec quelqu'un qui avait envie de communiquer avec au-delà. Et je vais pas dire que j'ai parlé avec Amina du tout, mais j'ai commencé après cette conversation que j'ai eue avec cette personne à parler aux anges, à me rendre compte que le monde d'au-delà est un monde hyper heureux. Vraiment quelque chose de sublime et de scintillant et donc l'été dernier j'ai commencé à avoir mes propres petites conversations avec les anges. Donc c'est pas particulièrement à Amina, mais de temps en temps je me mets dans mon petit monde et puis je regarde ces petites lumières tout autour de moi dont elle fait partie et parfois je lui parle à elle. Parfois, je parle à quelqu'un que j'imagine être mon ange gardien. Parfois, je parle à ma marraine ou à mon meilleur ami qui est décédé ou à mon père. Mais en règle générale, voilà, c'est ça que je fais. Et puis, on a un petit rituel en famille qui est un peu corny, mais qui nous fait tous plaisir. C'est que quand on voit passer des papillons blancs, on est tous absolument convaincus que c'est Amina. Donc, les petits disent j'ai vu Amina ce matin au parc, ou moi ce matin j'ai été jouer au tennis, justement il y avait des papillons blancs partout, j'avais qu'une peur, c'est de les frapper avec la balle parce que je me dis que c'est Amina. Donc on a voilà, mais sinon tout le côté bougie et chaque fois que je m'y suis attelée, enfin à chaque fois que je me suis mise devant une photo, c'est un drame. Donc voilà, j'évite. D'accord. Merci pour ton Merci témoignage. À toi. Merci j'espère que ça pourra être utile. Bien sûr. C'est une aventure éternelle, hein, les parents. Ouais. Et puis chaque fois, c'est différent. Ça c'est quelque chose qui revient souvent. Ça, c'est quelque chose qu'on me dit souvent. Chaque enfant est différent, chaque histoire est différente. Chaque grossesse et chaque accouchement sont différents. Oui, complètement. C'est assez fou. Ouais. Complètement. C'est la magie de la famille, la magie de la vie. Merci pour votre présence, votre écoute et à très vite sur Parenthood pour le prochain épisode.